Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Hebdolytique. Alors ce soir, nous allons bien entendu revenir sur les événements tragiques qui se sont déroulés la semaine dernière en France. Liberté de la presse, liberté d'expression, grosse mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, une question surtout et maintenant. Avec nous pour en parler sur ce plateau, tout d'abord monsieur Benoît Grevis, directeur de l'école de journalisme de Louvain. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Patrick Monjoie, directeur du Centre régional d'intégration du Brabant Wallon, le CRIBEWE. Également avec nous, troisième personnalité, Philippe Hensman, directeur d'Amnesty International Belgique francophone. Et enfin, Pierre Thirion, le rédacteur en chef de TVcom, qui m'épaulera pour animer ce débat. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. Bonsoir à tous les quatre et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler bien évidemment des événements tragiques qui ont secoué la France et l'Europe tout entière la semaine dernière. Alors plus que de revenir sur les événements ce soir, on va vous poser surtout des questions autour des enseignements à tirer autour tout simplement de tout ce qui s'est passé. On a parlé de la liberté de la presse et bien évidemment de la liberté d'expression et puis surtout aujourd'hui, que faire? C'est ce qu'on va essayer la question à laquelle on va essayer de répondre. Avant toute chose, si vous le voulez bien, je vais vous proposer tout simplement de regarder une séquence. Elle a été préparée une nouvelle fois par Pierre Thirion. 4 millions de personnes en France, 30 000 à Bruxelles dimanche. Tous se sont mobilisés en soutien à Charlie Hebdo. Calme mais déterminé, la foule a battu le pavé pour dire oui à la liberté d'expression, oui à la liberté de la presse, oui à la liberté tout court, pilier de nos démocraties, et non à ce terrorisme qui justifie ses crimes au nom d'une idéologie. En Brabant Wallon, les actions citoyennes se sont multipliées également. À Wavre, Nivelles ou comme ici à Louvain-la-Neuve, un rassemblement d'un demi-millier de personnes parmi lesquelles on retrouvait des étudiants, des professeurs, des élèves du secondaire qui sont venus redire qu'ils étaient Charlie, des jeunes encadrés par des enseignants parce que le fanatisme se nourrit de l'ignorance et qu'une partie de la solution à l'intégrisme passe par la formation et l'éducation. Demain, Charlie Hebdo sortira de presse, un tirage exceptionnel, on parle de 3 millions d'exemplaires, avec en une caricature du prophète tenant une pancarte indiquant « Je suis Charlie ». Au-dessus de la tête du prophète, cette inscription « Tout est pardonné ». De très nombreuses personnes se sont abonnées au journal satirique. Les pouvoirs publics français ont décidé d'une aide financière pour la rédaction, accueillie pour l'instant dans les bureaux de Libération. Ça, c'est pour demain, pour le court terme. Il faudra ensuite, sans oublier ces atrocités et les assassinats, se demander comment on a pu en arriver là et comment faire pour que ça ne se reproduise plus, faire en sorte que la liberté de la presse et le vivre ensemble cohabitent de manière harmonieuse, autant de thématiques qui seront au cœur du débat de ce soir. Merci également à la RTBF de nous avoir fourni bien évidemment des images de la mobilisation de ce week-end à Bruxelles. Monsieur Grevis, bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Je l'ai déjà dit, avant toute chose, revenons un instant sur les événements. En s'attaquant à Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais surtout sa liberté d'expression qui a été mise à mal. On peut le dire vraiment, c'est une notion fondamentale de la presse. C'est même la notion fondatrice de la presse, c'est ce qui fait la presse. La liberté d'expression des opinions, c'est un bien qui est collectif. Et je pense que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec les rassemblements aussi inattendus, c'est ça, c'est la prise de conscience collective que ce qu'on désigne souvent de manière très réifiée, comme on dit, comme une espèce de chose que l'on mettrait sur une bibliothèque et qu'on admirerait sans trop plus la comprendre, c'est quelque chose qui doit se vivre et qui doit se vivre collectivement, et ce n'est pas la chose des journalistes non plus. Et c'est ça qui est important, je pense, mais c'est ça qui risque de se perdre aussi très vite. Alors on le sait, vous êtes un spécialiste reconnu des médias. Est-ce la première fois que la presse a été autant attaquée à travers ces décès au sein de la rédaction de Charlie Hebdo? Chez nous, certainement. Mais si vous regardez simplement, moi c'est mon métier, mais tous les journalistes malheureusement le savent, et le grand public ne le sait peut-être pas nécessairement, mais il suffit d'aller cliquer sur le site de Reporters sans frontières pour aller voir le nombre de morts chaque année et le nombre de personnes emprisonnées, battues, etc., pour se rendre compte que c'est une réalité quotidienne, mais qui nous paraît tellement lointaine. On pense à la Chine, on pense à l'Érythrée, on ne pense pas à la Belgique, on ne pense pas à la France. Et c'est vrai que pendant des années, moi j'ai eu l'habitude de dire à mes étudiants, regardez, parfois même des campagnes faites par des organisations journalistiques, qui mettaient le doigt sur une héroïsation des journalistes en disant les victimes de la liberté de la presse, et parfois de manière abusive. Alors que c'est vrai que chez nous, on a plutôt l'habitude de vivre des pressions d'un tout autre ordre.
économique, politique, mais pas de pression violente au sens du risque de la perte de sa liberté ou de sa vie. Ceci montre que c'est possible, malheureusement, chez nous aussi. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça collectivise d'une certaine façon une réflexion qui est indispensable. C'est un bien commun chez nous, commun entre journalistes et citoyens, c'est un bien commun entre journalistes d'ici, journalistes d'ailleurs. Patrick Montjoie, bonsoir. Alors vous êtes à la tête du CRIBEWE. On sait que le centre régional d'intégration du Brabant wallon est situé à Tubize. En quelques mots, ça consiste en quoi ce CRIBEWE ? Le CRIBEWE travaille depuis maintenant 12 ans, ici sur l'ensemble de la province du Brabant wallon, à tout ce qui est le travail d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère. Et donc c'est vraiment travailler sur le mieux vivre ensemble, sur le bien vivre ensemble, sur la cohésion sociale, par toute une série d'axes différents que je ne vais pas détailler ici tout le long. Alors, vous avez justement sorti un communiqué de presse aujourd'hui avec comme titre « Le CRIBEWE n'est pas que Charlie, le CRIBEWE est vigilant ». En toutes circonstances. Et donc c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de la phrase. Voilà, simplement brandir la pancarte Charlie, et c'est vraiment la réflexion qu'on a pu mener en équipe, c'est un peu s'engouffrer finalement dans cette réaction émotionnelle qui existe actuellement, et qui est importante. Ça nous touche et ça nous touche fort, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de ça. Et notre volonté, c'est vraiment de dire, voilà, il y a maintenant, il y a une attention qui est portée au jour d'aujourd'hui, mais nous, on veut vraiment avoir cette vigilance. Et cette vigilance, c'est vraiment une attention soutenue en toutes circonstances, de pouvoir relever les moindres remarques, les moindres phrases qui sont dites. Et que ça soit à la poste, dans la file, on entend quelqu'un qui dit, qui pose un regard en disant, oui, enfin voilà, c'est encore une fois telle communauté, eh bien, de pouvoir réagir. Et c'est vraiment notre volonté au niveau de l'équipe du CRIBEWE et au-delà de nous, au niveau des associations qu'on soutient, etc. C'est vraiment de dire, ben voilà, réagissons dans cette file de la poste, eh bien, allons interpeller les gens et remettons les choses en perspective, remettons les choses, ce fait, dans un contexte historique, politique, économique, etc. Enfin voilà, il faut pas s'arrêter à cet événement-ci. Je crois qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Monsieur Hensmans, Amnesty International dénonce régulièrement les menaces, les tortures que subissent les journalistes à travers le monde. J'ai envie de dire qu'il a presque fallu que ça se passe près de chez nous pour qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Vous ne regrettez pas ? Non, c'est un grand classique. Hein. C'est ce qu'on appelle en termes journalistiques la règle du mort kilométrique. Hein. Il faut, au plus c'est loin, au plus il faut qu'il y ait une mort, sauf s'il y a un Belge à l'intérieur, pour qu'on en parle. Donc, on a l'habitude de ça. Je peux vous dire que jeudi, on va manifester devant l'ambassade d'Arabie Saoudite et ça va faire beaucoup de bruit. Pour un blogueur qui vient d'être condamné à 1000 coups de fouet, il a eu les 50 premiers coups de fouet vendredi passé. Parce que tout simplement, il a voulu ouvrir le débat dans son pays. Donc c'est vrai qu'il a fallu un événement comme celui-là peut-être pour réveiller les consciences. C'est émotionnel, c'est vrai, mais en même temps, ça a permis aux gens de réaffirmer, aux gens qui ne croient pas aux valeurs comme le racisme et des choses comme ça, de prendre cette place-là. Et ça, c'est fondamental. C'était fondamental d'occuper le terrain avant ça. Ceci étant dit, je me rappelle que mon grand-père, qui habitait Genneval, défendait l'entrée du cinéma où on projetait des films d'Eisenstein avec des barres de fer contre les rexistes. Donc, la liberté d'expression en Belgique n'a pas toujours été de tout repos. Certainement, ça a été beaucoup plus calme ces 30 ou 40 dernières années, mais c'est vrai que c'est l'histoire d'un combat. Si on en est arrivé là, et ça on a tendance parfois à l'oublier, c'est de dire, si on est arrivé à un niveau de liberté de la presse comme celui qu'on a, c'est parce qu'il y a des gens qui sont battus, qui ont laissé parfois leur vie dans l'affaire, et qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, on ait atteint ce niveau-là, avec les problèmes que vous mentionnez, économiques, politiques, etc. aussi. Hein. Boko Haram au Nigeria, 2000 morts, une fillette de 10 ans qu'on utilise comme bombe humaine, on en a très peu parlé à cause de notre actualité. Oui, très peu. Et je dirais en même temps, tous les jours, il y a des milliers de femmes qui se font violer au Congo, hein, des enfants soldats employés en permanence, qui sont souvent violés eux-mêmes. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits à travers la planète. Si vous prenez le rapport annuel d'Amnesty, c'est pas compliqué. Il y a 155 pays en moyenne dedans, et y compris des pays dont les chefs d'État défilaient dimanche. Hein. Il n'y a jamais eu autant de journalistes en prison qu'en Turquie aujourd'hui. Il y en avait moins sous la junte militaire. Ils défilaient dimanche. Alors, nous étions dans la manif aussi, mais ce n'est pas pour autant qu'on approuve évidemment ce genre de comportement. Très rapidement, un côté un peu hypocrite à cette marche, selon vous, avec ces dirigeants du monde qui bafouent justement les principes même de la liberté de la presse? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde bien les images, ils n'étaient pas dedans. Ils étaient dans une rue parallèle, et quand on prenait les images d'en haut, on se rendait compte qu'il n'y avait personne derrière eux, qu'ils étaient tout seuls. Donc, je crois que ça, c'était important de s'en rappeler.
c'était important d'être là quand même, je le crois, fondamentalement. Là où moi j'ai plus peur, c'est que ça ait servi d'occasion pour mettre en place des stratégies dites de lutte contre le terrorisme qui sont déjà assez pénibles comme ça pour les droits fondamentaux et qui risquent encore de s'aggraver. Le Patriot Act, non merci. Pierre Thirion, liberté d'expression bafouée, et comment la presse régionale peut-elle se montrer solidaire de tels événements et surtout d'une telle réaction, d'une telle mobilisation citoyenne? Voilà, telle mobilisation, chez nous aussi, évidemment, les premières réactions, c'était, je suppose, comme tout le monde, d'être choqué, quoi. En tant que journaliste, enfin, c'est terrible à ce point qu'on se dit, on va nous dire que c'était une mise en scène, que c'est pas vrai. Enfin, au départ, c'est tellement énorme, tellement abject qu'on se dit que c'est pas possible. Et puis après, on a assez rapidement retrouvé un réflexe journalistique, mais on s'est dit comment nous traiter ça avec l'angle Brabant-Wallon, évidemment, puisque Télécom est la télévision du Brabant-Wallon. Il se fait qu'il y avait un caricaturiste qui était disponible, Pader, qui est un Nivellois, qui était également sous le choc, mais qui a vraiment eu une réaction dès le premier jour. Et puis évidemment, on a voulu témoigner en participant à cette manifestation à Louvain-la-Neuve. Un demi-millier de personnes, on aura peut-être l'occasion de parler, un peu réunies grâce aux réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux ont joué et jouent un rôle très important, en bien comme en mal d'ailleurs. Là, un demi-millier de personnes, avec des gens du ciel, avec des profs, avec des enseignants, également avec, on l'entendra un petit peu plus tard, avec également des musulmans qui ont dit également pour eux que c'était important d'être là. Et puis TVcom, on a fait notre job, et TVcom en tant qu'institution, vous y étiez comme directeur, c'était important de se dire, on était Charlie également, on a aménagé notre site internet avec un bandeau noir. Donc voilà, on a vraiment fait une réaction. Et puis comme disait Patrick Monjoie, on a dit je suis Charlie à un moment, mais il faut voir et après. Et après, c'est notamment en partie le débat qu'on a mis en place aujourd'hui. On est allé également aujourd'hui dans une école à Mont-Saint-Guibert parce que la formation, l'éducation, je pense que c'est une des clés pour en tout cas que ça ne se reproduise plus. Alors Benoît Grevis, en Belgique, on est très loin de tout ça avec une presse assez engagée. Charlie Hebdo connaissait des difficultés financières, avait été notamment trouvé le président pour avoir de l'aide. En Belgique, la presse d'opinion, la liberté d'expression, on a le sentiment qu'on ne doit pas trop y recourir. J'ai envie de dire malheureusement, c'est une impression. La presse d'opinion, ceux qui connaissent un peu l'histoire récente de la presse vous diront il n'y en a plus vraiment. Je vais être un peu lapidaire et donc injuste, mais dire que la différence idéologique aujourd'hui entre Le Soir et La Libre, par exemple, à part quelques rubriques et encore qui s'atténuent de plus en plus, je ne vois pas toujours la différence. Je ne m'en plains pas nécessairement, mais la presse d'opinion n'est plus vraiment en combat au sens journalistique du terme. Je pense que ce qui vient de se passer montre plutôt que si la presse d'opinion, c'est peut-être une époque, en tout cas dans nos représentations habituelles, ce qui est important, c'est le combat pour la complexité. Le fait que, moi, ce qui me fait très très peur, c'est que quand on dit « je suis Charlie », je serais le premier s'il y avait un pins à mettre un pins « je suis Charlie », mais c'est ce qu'on met derrière, évidemment. Et c'est pas dire de manière un petit peu bien pensante « je suis Charlie », comme on disait à une certaine époque « touche pas à mon pote », et puis quoi derrière ? D'un point de vue journalistique, et la question est bien au-delà de la simple question journalistique, évidemment, il y a des questions d'éducation, vous venez de les évoquer, il y a des questions de géopolitique, on paye peut-être aussi ce qu'on a fait pendant 10-15 ans, nous ou d'autres puissances, mais d'un point de vue journalistique, la question c'est quelle place laisse-t-on à la complexité ? Dire je suis Charlie, c'est bien gentil, quelle place fait-on au débat complexe, au fait qu'on n'est pas d'accord avec un tel ou un tel, que l'opinion d'un tel est plus complexe que la caricature qu'on peut en faire, que l'information c'est autre chose que l'immédiateté, la rapidité, la formule lapidaire, les 10 secondes, que c'est autre chose que Facebook avec des avis qui sont envoyés simplement sur le quantitatif ou le drôle ou le pas drôle. C'est ça le véritable enjeu. De ce point de vue-là, ce sont les journalistes qui sont interrogés. Qu'est-ce que vous allez faire dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent pour faire autre chose que du journalisme simpliste, mais je passe assez de temps là-dessus pour savoir à quel point c'est très compliqué, parce que les pressions qu'on a évoquées tout à l'heure, celle de la rapidité, celle de la concurrence des nouveaux médias, celle de la gratuité, celle simplement des moyens disponibles pour le faire, font qu'aujourd'hui c'est très très compliqué et que c'est un débat qui probablement interpelle aussi les pouvoirs publics. Réaction peut-être de Philippe Hensman, c'est Patrick Monjoie, Philippe Hensman. Si je peux dire, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui il y a une réaction comme ça à la théorie du complot, qu'on entend beaucoup chez les jeunes, et qui en fait on dit mais c'est parce qu'ils n'ont rien compris,
ils n'ont pas été éduqués aux médias, etc. En fait, je pense que ce n'est pas vrai. C'est justement la recherche de la complexité. C'est de se dire, mais moi j'ai été voir ailleurs pour essayer de trouver la vérité et de gratter un peu au-delà de ce qu'on me montre à la télévision, au-delà de ce qu'on peut voir dans les journaux. Je ne pense pas qu'ils les lisent beaucoup, mais vraiment, c'est de se dire, il y a un discours ambiant et moi je veux savoir un peu ce qu'il y a là derrière. Et la théorie du complot, ce n'est pas la bonne réponse, mais c'est une réponse qui peut leur sembler peut-être plus juste ou plus proche de la vérité. Ça, c'est évidemment dangereux. À côté de ça, il y a effectivement sur les réseaux sociaux, on a aussi affaire à, je ne sais pas moi, un petit groupe de 500, 600 de gens vraiment de droite, très à droite, qui monopolisent le forum des journaux et qui, à terme, risquent, même s'ils ne le sentent pas, d'influencer les rédactions elles-mêmes. Et d'ailleurs, ça se voit avec des nouveaux journalistes qui arrivent et qui disent « sur nos réseaux sociaux, voilà ce qui se dit ». C'est extrêmement dangereux parce que quand on surveille de près les forums des journaux, c'est pas grand-chose. Et donc voilà, c'est tout ça qui est terriblement compliqué. Je pense que la recherche de la complexité, elle est là. Mais il faut savoir y répondre et les médias auxquels on a affaire aujourd'hui ne le permettent pas vraiment en fait. Avant de céder la parole à Pierre Thirion, en réaction également de Patrick Montjoie, je voudrais simplement vous poser la question suivante. Est-ce que, bon, ce qui s'est passé en France, vous avez le sentiment que c'est peut-être un problème que nous avons eu par rapport à l'immigration? Certains politiques l'avaient dit, un manque de formation peut-être des éducateurs pour faire en sorte qu'une jeunesse ne se retrouve plus dans nos sociétés. Comment peut-on expliquer une telle faillite d'un système d'éducation? Comment expliquer? Voilà. Ou comment y remédier peut-être? Alors voilà, c'est plutôt vers ça que j'ai envie d'aller. Je me dis, voilà, il faut regarder vers l'avant. Et je crois que c'est l'humain. Il faut revenir sur l'humain. Les forums, Facebook, etc. Voilà, sont des moyens d'expression avec l'énorme luxe d'être caché derrière son clavier, derrière son écran. Et donc, on peut balancer les plus grandes horreurs que face à face, on ne dirait pas. Et donc, je crois qu'il faut vraiment revenir sur l'humain, sur les moments de rencontre, sur le moment où on se met à discuter. Et qu'on se serve finalement peut-être de ce qu'il y a dans les journaux, de ce qu'il y a dans Facebook, dans les autres réseaux sociaux, mais de pouvoir vraiment créer ce débat. Et que alors, les écoles sont un des lieux où on peut créer ce débat. Il n'y a pas que celui-là. Et je crois aussi que les écoles aussi doivent s'ouvrir sur l'univers hors de l'école. Et donc d'amener des structures qui peuvent amener un regard, qui peuvent amener une méthodologie de débat. Le professeur, il est là. Il a un métier à part entière. Créer le débat derrière, eh bien, il peut s'appuyer sur des professionnels qui sont à l'extérieur, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient d'Amnesty International. Le CRIBEWE le fait ici au niveau du Brabant Wallon. Et c'est vraiment important de revenir dans le débat et de dire aux gens, rencontre, voilà, assieds-toi autour de la table et prends le temps de discuter avec celui qui est en face de toi. Cette personne porte le voile, eh ben, discute-en si ça t'interpelle. L'autre a une autre religion et laïque, pense comme si il est grunge, que sais-je. Eh ben, prends le temps de discuter, d'aller découvrir ce que c'est que cette personne et finalement, voilà, d'avoir finalement ce rapport comme les jeunes enfants ont. Je l'aime ou je l'aime pas parce que ce copain-là, je m'entends bien avec lui et je partage mes bonbons avec lui, mais l'autre, je l'aime pas, point. Et donc c'est un rapport comme ça plus enfantin, plus simple finalement à l'être humain et on s'entend bien ou on s'entend pas, point. Mais c'est pas parce qu'il appartient à une religion, parce qu'il appartient à une culture que je l'aime ou que je l'aime pas. C'est au-delà de ça. Pierre Thirion. Voilà, je voulais réagir un peu à ce que Benoît Grevy disait, effectivement, plus de presse d'opinion ou très peu. Benoît, tu prenais l'exemple à Libre le soir, en caricaturant, c'est le cas de le dire, pas de véritable différence. Moi, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas justement au niveau des réseaux sociaux que se fait cette presse d'opinion, mettant chacun, entre guillemets à nouveau, peut être journaliste, on a les moyens, on voit. On poste ce qu'on veut sur Facebook, les appareils photos dans les téléphones sont d'une qualité incroyable. Donc quelque part, je me demande si le débat ne s'est pas déplacé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de mise en perspective. Et donc, comme tu l'as bien dit, des dérives, effectivement, et quelques groupes qui monopolisent et qui se font passer pour la voix du plus grand nombre, ce qui est loin d'être le cas. Ça, c'est une première réflexion. Et peut-être, Max, si vous permettez, une deuxième qui est plus une question des médias professionnels. Ce qu'on a vu, évidemment, est horrible, mais je veux dire, ça a également alimenté une partie de voyeurisme. On était assis pendant des heures devant une caméra fixe, mais on était presque de la télé-réalité, qu'on était là ou devant des experts, on n'était pas loin de ça. Alors, je peux comprendre que pour les jeunes ou pour des gens peu avertis de la manière dont les médias fonctionnent, c'est dangereux, c'est dangereux. Il n'y avait pas de mise en perspective, c'est ça, je trouve. Une réaction de Benoît Grevy. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Le problème, c'est la mise en perspective. J'ai même envie de prendre la question à l'envers. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Charlie Hebdo ou de la presse satirique? C'est que quand on fait de la satire, quand on fait du dessin,
qui est fait comme, je ne sais pas si vous avez vu le bandeau qui a sous Charlie qui est en préparation, journalisme irresponsable. Quelqu'un pense-t-il une seconde que les gens de Charlie pensent sérieusement qu'ils font du journalisme irresponsable? C'est du second degré. Et tout dessin, c'est du second degré. En tout cas, c'est l'obligation de se poser la question du sens. C'est ça qu'ils font dans une forme qui est peut-être une vieille forme de la presse, qu'il faut rappeler, plus personne n'achetait. Il y a quelques abonnés, quelques acheteurs réguliers. Mais soyons sérieux, qui lisait, qui achetait Charlie dans tous ceux qui ont défilé? Donc c'est peut-être une vieille forme, mais qui avait le mérite, et qui a le mérite de poser la question du sens. Que fait Facebook? Que font les réseaux sociaux? Alors ils brassent tout. Alors on doit réinventer. Moi je ne suis pas passéiste, je ne suis pas moraliste, mais on sent bien que dans ce qu'on est en train d'inventer, il y a des dangers énormes. Et le danger, c'est celui que vous pointez très justement. C'est où cadre-t-on? Alors on sait qu'on va devoir réguler ça autrement. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi sans porter de responsabilité. Alors que les journalistes doivent porter une responsabilité, ou leurs éditeurs doivent porter une responsabilité quand ils disent les choses. Mais en même temps, le journal dans sa forme classique est en train de mourir, il faut le dire. C'est qu'au moins on pouvait structurer un débat pour, contre, avec des arguments. Aujourd'hui, on doit inventer une forme d'échange d'arguments. Je vais revenir chez Pierre Thirion, parce que on a peut-être une réaction qu'on va écouter au cours de cette émission. Elle serait très intéressante. C'est quelqu'un que vous avez rencontré à Louvain-la-Neuve la semaine dernière. Voilà, justement, Benoît parlait de mise en perspective. C'est vrai que cette manifestation a des milliers de personnes. C'est rien évidemment comparé à Bruxelles ou à Paris, mais des gens de tous horizons. Et j'en parlais justement de la communauté musulmane. Eh bien, il y avait le président du Centre culturel islamique d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mourad Bellal, qui était là. Et vous allez l'entendre, il était là évidemment pour témoigner son soutien aux journalistes et aux morts et aux familles des attentats. Mais également, il avait une mise en perspective en se disant que finalement, ces attentats, eh bien, les victimes importantes et collatérales étaient les musulmans eux-mêmes. Voilà. On va l'écouter. Je viens au nom de la communauté musulmane, c'est pour exprimer mon soutien aux 10 victimes de l'attentat d'hier, que nous condamnons avec force. Et pour dire aussi que l'islam, c'est une religion de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Donc nous sommes tout à fait contre ces actes-là et nous exprimons bien évidemment notre solidarité avec toutes les familles des victimes et toute la société de la presse. Des actes comme ceux-ci, quelque part, font un tort énorme à l'islam. Tout à fait. Les premières victimes de ces actes-là, ce sont les musulmans eux-mêmes. Il ne faut pas oublier qu'hier, probablement, il y avait un policier qui était musulman. Dans les attentats qui sont passés il n'y a pas longtemps, les soldats français qui ont été tués, il y avait aussi un musulman. Donc la communauté musulmane, elle souffre en premier lieu. Important de voir beaucoup de jeunes, d'étudiants qui sont ici. Tout à fait. Moi-même, j'étais étudiant et docteur de cette université. Et donc, tout à fait, je suis tout à fait d'accord que c'est important de voir les étudiants parce que c'est l'avenir et c'est eux qui vont essayer quand même de faire face avec leur intelligence à un certain nombre de tentatives de division de notre société qui visent à faire du mal à tout le monde. Alors, susciter le débat, ce sera quelque chose de très important dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Philippe Hensmans, au niveau d'Amnesty International, vous aviez déjà édité un dossier pédagogique sur la liberté d'expression. Il date de 2011. Il était prémonitoire. Oh, je dirais pas, c'est un peu notre fonds de commerce depuis 60 ans, donc je dirais que ça fait des années qu'on se bat pour ça, mais c'est clair qu'on a voulu vraiment reprendre les choses au départ en travaillant avec les jeunes, en disant dans le fond, mais qu'est-ce que vous publieriez et qu'est-ce qui, d'après vous, est autorisé ou pas, hein, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça relève de la liberté d'expression, ça relève de la haine, du racisme ou d'autres choses. Et où est-ce qu'on met les limites? Essayons une fois de discuter ensemble pour dire, tiens, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. C'est évident que c'est très différent suivant les milieux dans lesquels on se trouve, les écoles dans lesquelles on se trouve, etc. Mais on a essayé de prendre des points de repère aussi en disant, tiens, voilà, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été décidé par la Cour européenne des droits de l'homme à un moment donné en disant, ça peut être provocateur. Hein, c'est pas pour autant qu'on peut l'interdire. Et puis aussi, est-ce qu'on doit interdire avant ou est-ce qu'on interdit après ou on punit une fois que les choses ont eu lieu? Et ça, c'est fondamental parce que tous les débats qu'on a eus sur Zemmour, par exemple, j'ai trouvé que la Ligue des droits de l'homme était parfaite. Elle a donné juste la bonne ligne en disant on n'a pas à condamner quelqu'un avant qu'il ne parle. S'il parle et qu'il dit quelque chose qui est contraire à la loi, on l'arrête, on le met en prison ou on le punit, mais pas avant.
Et donc, je crois que c'est vraiment important d'arriver à dire ce genre de choses, mais il faut faire un travail de fond, parce que tout ça, c'est vraiment très fin. Qu'est-ce qui relève du racisme, qu'est-ce qui relève qui n'en est pas, et qui est simplement du débat normal, c'est pas toujours si évident. Et c'est pour ça qu'on a fait ce dossier-là. Voilà, on va sans aucun doute dépasser un peu le temps à partir de cette émission, mais c'est pas grave. Patrick Montjoie, simple question. Vous avez peur d'une société plus sécuritaire, vous stigmatisez également les médias qui attisent quelque part l'émotion? Mais oui, voilà, c'est un peu le regard. Et la société sécuritaire, moi, ce qui me fait peur, le danger que je vois ici en termes de conséquences, c'est que justement, une série de lois plus sécuritaires où on vient avec les caméras de surveillance, où on amène, et la question pour l'instant, les militaires à qui on donnerait plus de place au même titre que la police, où on reste sur des suspicions et les suspicions seraient suffisantes pour pouvoir retirer, faire la déchéance de nationalité, ce genre de choses. Ce sont des choses qui sont là, qui traînent dans les cartons. C'est pas nouveau, c'est pas aujourd'hui, ça existait déjà avant. N'empêche que l'émotion d'aujourd'hui peut légitimer ce genre de choses et peut amener les politiques à faire voter ces lois avec tout un peuple qui les suit en disant « mais oui, c'est ça qu'on a besoin ». Non, je pense que justement, il faut garantir la sécurité des citoyens, bien évidemment, mais attention de ne pas franchir la ligne rouge et de simplement, sur des suspicions, aller trop loin. Voilà, objectivons les choses quand même. Pierre Thirion, vous allez rebondir. Oui, je veux réagir et prolonger peut-être la réflexion avec la France. Maintenant, on entend qu'ils voudraient faire une sorte de Patriot Act, comme les États-Unis ont appliqué, donc réduire quelque part les libertés au nom de la lutte contre le terrorisme. C'était après le 11 septembre. Mais peut-être Philippe Hensmans, une réaction à ça. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Et deux, on a vu aux États-Unis quelque part les dérives, parce que ça n'a pas véritablement fonctionné, mais surtout, ça n'a pas été appliqué pour cet objectif-là. Voilà, pour cet objectif-là. C'est clair que le Patriot Act est d'abord un échec. Et le Patriot Act, c'est une loi d'exception. C'est ça qui est terrible, les lois d'exception qu'on renouvelle tous les 5 ans en disant « mais on en a encore besoin ». Et donc ça veut dire qu'on a, grâce à ça, à cause de ça, on a créé le statut d'ennemi combattant, on a créé Guantanamo, il y a 800 personnes qui sont trouvées à Guantanamo. De ces 800 personnes, il y en a une dizaine qui peut-être sera un jour condamnées, jugées par un tribunal, par des commissions militaires, rien à voir avec le droit normal, des gens qui ont été torturés tous, ou à peu près, et en même temps des milliards de communications interceptées, les vôtres et les miennes, parce qu'on pêche à la grenade en quelque sorte. Du moins, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais si on pénètre dans le téléphone de Mme Merkel, c'est pas pour savoir s'il y a une conversation avec des terroristes, c'est pour savoir quelle est la politique économique de l'Allemagne et quelles sont ses stratégies. Et donc ça veut dire qu'on voit bien tout de suite le danger de ce genre de nouvelles règles du jeu où on peut tout se permettre parce qu'on a les moyens de le faire, on impose à tout le monde et tant pis pour ceux qui rouspètent. Benoît Grevis, j'ai tout de même encore une question à vous poser sur la liberté d'expression. Quand un grand groupe de presse en Belgique titre « Justice est faite » après les interventions de ces forces de l'ordre, est-ce que c'est de la liberté d'une part d'expression? Et deuxièmement, demain sortira un autre Charlie Hebdo avec une caricature du prophète Mahomet avec comme titre « Tout est pardonné ». Est-ce la liberté d'expression ou une nouvelle provocation? C'est la même question. La liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer toutes ses opinions. Alors les opinions, elles peuvent être imbéciles. Effectivement, certains rédacteurs en chef s'évertuent à faire de l'imbécilité, à mon avis, quasiment quotidienne. Enfin, certains, sans S. Ils sont deux. Peut-être, un peu particulièrement. Oui, on peut le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a des moments où des titres pareils frisent l'imbécilité. Que voulez-vous que je dise d'autre? Maintenant, le lecteur a à savoir ce qu'il achète, ce qu'il n'achète pas, ce qu'il lit, ce qu'il ne lit pas, ce qu'il critique, ce qu'il ne critique pas. Maintenant, la liberté d'expression, c'est même de laisser aux imbéciles la possibilité de donner leurs opinions. Après, la loi, la déontologie, le conseil de déontologie sont là pour réguler les choses. C'est ça la démocratie, je pense. Et puis on a le droit, que je viens d'exercer, de dire que je ne suis pas d'accord, même si je respecte beaucoup, et je connais beaucoup des journalistes de la rédaction dont vous parlez, qui sont de grands journalistes. Je ne suis pas d'accord avec le choix éditorial qui est fait. C'est ça la liberté d'expression. Charlie Hebdo, sa nouvelle une, c'est la même chose. Vous pouvez penser que c'est une provocation. C'est la même question qui déborde largement le journalisme. Si on n'apprend pas, si on n'éduque pas les jeunes dans les écoles à comprendre ce que c'est que justement la possibilité de dire quelque chose et d'entendre quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, si on ne peut pas faire comprendre qu'un dessin, que de l'humour, c'est du second degré, que si on sort une Kalachnikov quand on fait cela, on n'est pas en démocratie, mais j'ai même envie de dire, on n'est pas en société intelligente, on n'est pas en humanité, tout simplement. C'est ça, le débat. Maintenant, il faut le cadrer, je viens de le dire. Il faut que la loi, peut-être, s'adapte.
il faut que la déontologie journalistique, probablement, soit un peu plus efficace, un peu plus vigilante, un peu plus courageuse. Ça me paraît évident. Maintenant, vous pouvez comprendre, et je vais très rapidement là-dessus, quand le roi Baudouin est décédé, Charlie Hebdo, qui titre Le roi des cons, est mort. Ça peut choquer, ça a pu choquer de nombreux Belges, comme les caricatures peuvent choquer de nombreux musulmans. Mais c'est fait pour choquer. Pardon? Charlie Hebdo a été interdit en Belgique. Il est bien sûr. en Belgique en plus. Oui, bien sûr. Mais c'est fait pour choquer. Justement, c'est la nature de la satire. C'est de l'humour. Alors on peut être d'accord, ne pas être d'accord. Quand on nous traite de cons, évidemment que ça nous choque. Alors si on est royaliste en plus, évidemment qu'on est doublement choqué. Mais bon Dieu, l'intelligence, elle est là. Enfin, bon Dieu, le terme est peut-être un peu dangereux. Mais la presse est là justement pour que les opinions se choquent et s'entrechoquent. Mais dans le respect des personnes. Alors vous allez me dire, je ne suis pas d'accord. Éric Zemmour, par exemple. Moi, il me choque profondément, je ne suis pas d'accord. Mais comme Philippe Hensmans l'a dit, je me battrai pour qu'il ait la possibilité d'exprimer ses opinions et qu'on ait la possibilité, et la presse a de vraies questions à se poser. Est-ce qu'on n'en a pas fait, et là aussi peut-être dans les titres que vous citez, simplement une espèce de phénomène sensationnel en lui faisant au passage beaucoup de publicité, alors que ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est argumenter, c'est lui dire en quoi rationnellement on n'est pas d'accord avec lui et le dire au grand public. Le vrai débat, il est là. Alors à un moment, si la presse veut avoir des droits particuliers, elle a des devoirs, je pense qu'elle doit aussi combattre. Susciter le débat, c'est ce que nous avons essayé de faire ce soir. Je vais céder peut-être la parole à Pierre Thirion pour une conclusion. Oui, effectivement, peut-être une conclusion en forme peut-être de questions également, parce que le monde politique, évidemment, a un rôle à jouer. Et là, j'entendais Joël Milquet ce matin, ministre de l'Enseignement, mais qui disait que peut-être une des solutions, est-ce qu'elle va proposer, ce qui pourrait entrer en fonction en 2016, c'est de remplacer une des 2 heures de religion par un cours de citoyenneté, un cours des religions. Est-ce que ce n'est pas à la base que peut-être en apprenant à mieux connaître les religions des autres, on pourrait éviter en tout cas accepter plus facilement la critique et voilà, ne pas être choqué au point de commettre hélas ce qu'on a connu, quoi. Je vais vous demander très rapidement une réponse à ma question. Je vais commencer avec vous, Patrick Montjoie. Et maintenant, que faire? Il faut agir, il faut être vigilant dans toutes circonstances. Philippe Hensmans, même question. Que fait-on? Permettre aux jeunes, dans notre société, de trouver du sens dans la vie qu'ils mènent. Il ne suffit pas de leur donner un ballon ou des ateliers créatifs. Il faut qu'ils aient un emploi, il faut qu'ils puissent mener une vie digne dans cette société, sans quoi ils vont se retourner vers des solutions radicales. Benoît Grevisse, même question pour conclure. Je le dirais de là où je parle, que la presse ne fasse pas simplement de ce qui vient de se passer un objet commercial, qu'elle le vive profondément et qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle se trouve des voies pour survivre et se développer démocratiquement. Voilà, ce sera la conclusion du débat de ce soir. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier pour un débat qui, me semble-t-il, était très intéressant et nous permet également à nous, membres de la presse, de nous poser pas mal de questions. Excellente soirée, à bientôt, bonsoir.